Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, cette production de la rédaction de l'agence Galaxy Média. 5 ans depuis que l'accord de Paris a été signé, d'autres pays l'ont ratifié, bien sûr. Mais quel bilan peut-on établir de ces 5 ans, cet accord de Paris qui envisageait ou qui envisage de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré Celsius. Pour en parler, nous avons fait appel à Maître Eric Kassongo, que vous connaissez déjà d'ailleurs. C'est un habitué de cette émission. Il est le coordonnateur du Centre congolais de droit pour le développement durable, le CODED. Maître Eric, bienvenue dans cette émission. Merci de m'accueillir une fois de plus chez vous. Comment vous allez ? Bien, nous allons bien. Alors, comme nous l'avions dit tantôt, le 12 décembre, si ma mémoire est bonne, 12 décembre 2015, plus de 195 pays de l'ONU signent l'accord de Paris sur le réchauffement climatique pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degré Celsius. 5 ans après, vous avez encore cette image-là dans votre mémoire, maître. Oui, une image merveilleuse pour la planète, où nous avons vu des grandes personnalités manquer de tact jusqu'à sauter de joie et à s'embrasser. Tout à fait. C'était une époque où il n'y avait pas encore le Covid, donc on pouvait s'embrasser, se serrer, et la joie était immense, on pouvait les lire dans les yeux des différents délégués qui représentaient les 187 pays qui ont adopté l'accord de Paris. C'était une lueur d'espoir, mais en même temps, le commencement d'un grand travail, qui se poursuit encore. Mais nous avons l'accord, il fallait s'en réjouir. Nous avons, quelques temps après, expérimenté la déception de voir un grand pays comme les États-Unis s'est retiré de l'accord, ce qui n'était pas une bonne chose. Et on sait que par le passé, à chaque fois qu'un pays comme les États-Unis se retire d'un accord ou d'un traité international, les conséquences sont souvent dramatiques et parfois tout ce qui avait été adopté boitit. Les États-Unis, c'est quand même les leaders mondiaux dans plusieurs domaines. Il a toujours montré l'exemple, et donc quand les États-Unis manquent dans un processus comme celui-là, eh bien, elle a tendance à affaiblir d'autres puissances qui n'étaient pas forcément enclins à adopter ces principes, mais à cause du retrait des États-Unis, eh bien, ils revoient leurs ambitions à la baisse ou ralentissent le dynamisme dans les négociations sur les climats, ce qui porte un coup fatal sur ceux qui sont déjà victimes des conséquences néfastes du réchauffement climatique. Alors, maître, vous l'avez peut-être déjà dit, les États-Unis se sont retirés de cet accord, mais aujourd'hui, nous sommes en 2021, c'est la 6e année déjà, parce qu'il y a 5 ans, cet accord a été signé à Paris en 2015. Mais 5 ans après, quel bilan peut-on établir de cet accord sur le réchauffement climatique en termes de peut-être de réalisation ou en termes de respect des engagements? Quelle lecture pouvez-vous faire de ces petits bilans que l'on peut établir là-dessus? Les bilans, on peut les établir à 2 niveaux, à mon sens, parce qu'il faut voir les bilans au niveau global, au niveau de pays partis à l'accord de Paris. Il faut aussi voir le bilan au niveau domestique, au niveau de chaque pays qui a adopté. Et d'un côté comme de l'autre, il y a à boire et à manger, parce qu'il faut se rappeler que l'accord de Paris qui a été adopté, c'était, si l'on doit être clair, l'adoption d'une série de principes sur lesquels, pour la première fois, les 187 pays dont vous avez mentionné, se sont mis d'accord. Or, nous savons que les principes ont ceci des particuliers qui sont rédigés de manière générale. Ils ont besoin d'être contextualisés, ils ont besoin d'être
décrites, définies de manière claire pour aider à leur mise en œuvre. Et c'est là toute la tâche qui avait été incombée, qui incombait plutôt aux différents négociateurs dans les négociations qui ont suivi pour justement finaliser la mise en œuvre de manière pratique. Les gens utilisent le concept opérationnalisé. Oui. Il fallait opérationnaliser l'accord de Paris. Et cette opérationnalisation passait par la définition claire des différentes étapes sur l'entendement commun de beaucoup de choses. Ça part de la compréhension du contenu des contributions soumises par l'État, par les États, du calendrier respectif qu'ils ont établi. Ça passait par l'établissement des règles pour pouvoir établir les bilans mondiaux climat qui devaient se faire tous les 5 ans. Donc il fallait adopter toutes ces mesures-là. Ça passait aussi par la redéfinition des conditions d'allocation des quotas d'émissions, telles que ça avait été défini sous le protocole de Kyoto. Il fallait maintenant le redéfinir sous l'accord de Paris pour permettre à ce que les États, nations qui ont adhéré à l'accord de Paris puissent commencer à recomptabiliser, si vous voulez, leur quota d'émissions. Donc c'est toute une machine qui s'est mise en place et qui devait se traduire par l'adoption d'un document qu'on appelle le Rulebook. Le Rulebook, c'est un terme anglais qui signifie en fait règle de mise en œuvre, quoi. Et par chance, le dernier accord, la dernière réunion de parti, la dernière COP qui a rassemblé encore physiquement les gens, je crois que c'est la COP 24 à Katowice et en Pologne, avait abouti justement à l'adoption de ce rulebook-là. Mais l'adoption de ce rulebook ne signifie pas que toutes les questions qui avaient été abordées avaient été vidées. Il y a certaines questions qui sont restées en suspens et qui n'ont pas pu être vidées pour rendre ce rulebook-là complètement parfait et soit apte à être appliqué à tous les niveaux des États. Alors, parmi les pays signataires figure bien sûr la République démocratique du Congo, notre pays, qui l'a d'ailleurs ratifié aussi. Mais si nous regardons au niveau interne, qu'est-ce qui a été fait 5 ans après ? Bon, à moins que vous ayez une information à me fournir par rapport à cela, moi je suis le processus de très près. Je peux vous dire que sur ce point-là, rien n'a été fait. Et si rien n'a été fait, c'est pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est par rapport aussi à ce que je venais de dire. C'est que vous ne pouvez pas mettre l'accord de Paris en œuvre, en application, au niveau de votre pays, si vous n'avez pas les règles précises de comment il faut le mettre en œuvre. Ça, c'est une chose. Comme les discussions sur le rulebook dont je parlais de l'accord de Paris étaient en cours, la RDC, comme beaucoup d'autres pays, attendait justement la finalisation de ce rulebook-là, et surtout que nous sommes un pays en développement. Vous savez que les pays en développement ont toujours un traitement un peu différent lors des négociations sur les climats. Donc il fallait avoir toutes ces précisions pour voir comment, sur quel pied il fallait danser dans le cadre de notre situation de pays en développement. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est aussi la dynamique nationale qui devait se créer. Parce que nous avions soumis en septembre 2015 une contribution ambitieuse qui, s'il faut le rappeler, d'une valeur de 21 milliards de dollars. 21 milliards de dollars pour réduire de 17% nos émissions d'ici 2030. Mais il y a d'autres pays qui sont allés même au-delà de ce que nous on a fait. Oui, bien sûr, nous sommes allés au-delà. Nous avons ciblé 3 secteurs, comme vous le savez, le forêt, l'agriculture et puis l'énergie. Le problème, c'est que la dynamique qui devait s'en suivre après, ne fût-ce qu'en termes de préparation de comment nous allons commencer à comptabiliser ces réductions des émissions dans ces 3 secteurs, qui pour moi, avec ma petite intelligence, devaient se traduire par la mise en place d'une structure transversale qui inclut non seulement les experts négociateurs du ministère de l'Environnement, mais aussi les experts d'autres ministères concernés
par les secteurs qui a été mis en vedette dans notre contribution. Je n'ai pas vu cette dynamisme se faire pendant les 5 années. Peut-être, à l'époque, il y avait des experts qui disaient que peut-être qu'il fallait mettre en place une méga structure. Qui regrouperait en tout cas les experts. Les discussions sur les climats, en tout cas dans le cadre de l'accord de Paris, dépassent largement simplement le ministère de l'Environnement. Donc, vouloir les traiter simplement dans le cadre du ministère de l'Environnement, c'est les réduire, c'est le restreindre et c'est aussi limiter les ambitions de tout un pays. Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, nous ambitionnons de réduire les émissions dans tel secteur, pendant que ces secteurs-là, au niveau du ministère, n'est pas impliqué dans les discussions concrètes des mises en œuvre, dans la réflexion sur les stratégies concrètes sur comment il faut réduire ces émissions-là. Et donc, il y a eu ces vides-là pendant un moment. Mais comme vous le savez, nous sommes à l'ère des discussions telles que ça a été, l'élan a été donné au niveau international, des discussions autour du relèvement du niveau d'ambition. Alors, le relèvement du niveau d'ambition est venu d'où? Est venu du fait que, c'est d'ailleurs un constat qui avait été fait depuis longtemps, est venu du fait que de toutes les contributions soumises par les 187 pays, l'ensemble de ces contributions-là, si on en fait la sommation, si elles étaient exécutées de manière fidèle, parce que personne n'a pris les devants pour le faire, eh bien, elles ne limiteraient la température qu'à 3 degrés Celsius. Vous voyez, ce qui, soit dit en passant, n'est pas mauvais. Voilà, Maître Eric, vous l'avez dit, notre pays a d'autres ambitions, par exemple en relevant les niveaux disons, les quotas avec notre CEDEN. Il fallait ajouter d'autres aspects comme les transports, les déchets ou encore les polluants atmosphériques. Quel impact peut avoir une telle décision politique sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan de réduction, bien sûr, des émissions de gaz à effet de serre en rapport avec notre CEDEN? Bon. À ce stade, ce n'est pas encore une décision politique. Ce sont des discussions d'experts qui essaient de proposer justement aux politiques pour pouvoir soumettre des documents qui reflètent les ambitions que la RDC a par rapport au relèvement de son niveau d'ambition comparativement à la première contribution qui avait été soumise, voilà 5 ans déjà, au secrétariat exécutif de la conférence cadre des Nations Unies sur le climat. Donc il est question de mener des réflexions justement pour voir de quelle manière ajouter un plus dans l'ambition, parce que c'est une exigence internationale qui est faite à l'attention de toutes les parties. J'étais en train d'expliquer que cette exigence-là est venue du fait que le GIEC a fait le constat que l'ensemble des contributions déposées, soumises par tous les pays, va au-delà de, si elles étaient exécutées fidèlement, encore qu'elle n'a pas encore connu un début d'exécution sérieuse, si elles étaient exécutées, elles ne contiendraient le niveau de la température qu'à 3 degrés Celsius. Alors que l'article 2 de l'accord de Paris parle de contenir en deçà de 1,5 et à la limite de ne pas dépasser les 2 degrés Celsius. Vous voyez les gaps que nous avons entre les ambitions qui ont été soumises en 2015 par le pays et ce que nous allons risquer. D'où la recommandation qui avait été faite à l'ensemble des pays d'essayer de revoir leurs ambitions. Et il y a déjà eu beaucoup de dynamisme sur ces sujets. Les Chinois ont annoncé qu'ils vont relever leur niveau d'ambition pour atteindre à peu près 60% d'ici 2030. Ils visent la neutralité carbone d'ici 2060. Les Européens qui étaient à 40%, ils sont en train de se battre pour arriver à 55%, à réduire à 55%. Vous avez comme ça les États-Unis qui viennent de revenir. Le mois de février sera le mois, c'est le mois que tout le monde attend,
les Américains vont s'exprimer pour dire qu'est-ce qu'ils entendent faire. En tout cas, la nouvelle administration Biden va annoncer au monde ce qu'elle entend faire. Donc, si cet exercice-là ne se fait pas, donc toute cette discussion sur l'accord de Paris ne sera que la poudre aux yeux, parce qu'on sera très loin de ce que les scientifiques exigent, prédisent, pour que nous puissions vraiment nous dire que nous avons contenu les niveaux de la température, de la manière dont elle s'accroît de manière vertigineuse, et que nous avons résolu les problèmes. Donc, le reste, je vous laisse constater les dégâts, le réchauffement qui n'arrête pas de s'accroître, les inondations, les dérèglements climatiques se poursuivent de manière assez vertigineuse. Donc, pour la RDC, l'ambition, la grande mission, dans les discussions qui se font actuellement, j'imagine pour l'adaptation de la contribution, c'est aussi ça. C'est de voir comment, par rapport à nos 17%, faire plus. Est-ce qu'il est question d'augmenter les pourcentages de réduction tel que c'était annoncé en 2015 pour aller beaucoup plus loin? Est-ce qu'il est question d'étendre cette ambition-là à d'autres secteurs tels que les transports, comme vous l'avez mentionné? En fait, c'est ce que le chef de l'État a dit, le président de la République, qu'il fallait ajouter les secteurs des transports, des déchets, les polluants atmosphériques. De toutes les façons, dans les ambitions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas de limitation des secteurs. Tout à fait. Si en 2015, la RDC avait décidé de travailler que sur 3 secteurs, c'était la stratégie qui a prévalu à cette époque-là. Normalement, il n'y avait pas de limitation parce que si vous regardez dans la vie nationale, c'est pratiquement tous les secteurs de la vie nationale qui sont émetteurs des gaz à effet de serre. Donc c'est à bien contenir ça, mais le plus grand défi, ce n'est pas sortir une nouvelle contribution de la RDC à soumettre dans le cadre du relèvement du niveau. Mais le plus grand défi, c'est de voir quelle est la structure de l'État transversale qui va prendre en charge de manière sérieuse pour commencer ce travail de comptabilisation des émissions que nous devons réduire. Ça nous fera paraître sérieux vis-à-vis des autres partenaires et vis-à-vis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, sur nos réelles ambitions de réduire les émissions. Alors, tout à fait. 5 ans après, c'est vrai que les scientifiques aujourd'hui, autres experts, publient des rapports qui sont vraiment accablants sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a toujours pas d'avancée, comme on peut le constater. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui sur un chemin de non-retour, comme on dit, avec des émissions qui augmentent? C'est vrai qu'en 2020, on a parlé d'une certaine réduction à cause de la pandémie de coronavirus qui a essayé de paralyser un certain nombre d'activités et qui ont fait en sorte qu'il y ait moins d'émissions. Mais est-ce que, par rapport à l'allure où vont les choses, nous ne sommes pas sur un chemin de non-retour? Je ne serai pas aussi pessimiste. Je préfère garder mon optimisme par rapport au chemin parcouru jusque-là. Vous savez, les chemins qu'on a parcourus dans ces discussions sur le climat pour arriver à l'accord de Paris, qui est un accord ambitieux et très important par rapport à l'histoire. Parce qu'il faut se rappeler quand même que beaucoup de ces principes qui ont été adoptés dans l'accord de Paris ont été combattus par des plus grandes puissances. Et donc maintenant, c'est comme en droit, nous avons l'habitude de dire les faits précèdent le droit. Mais quand les faits précèdent les droits, la réglementation suit. Nous sommes à un niveau où le changement climatique nous a pris des cours. Et si on y prend garde, nous pouvons perdre le pédale. Mais l'avantage, c'est que la réglementation est en train de venir. Nous avons cette bonne nouvelle d'avoir cet accord de Paris qui fédère le parti, les plus de 187 pays qui se mettent d'accord. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Mais le défi qui est devant, c'est de voir comment travailler pour que les règles de mise en œuvre qui sont en train d'être adoptées, pour se mettre d'accord notamment. Je prends un exemple simple. Je prends l'exemple de la comptabilisation, par exemple, du crédit carbone. Ça, c'est un sujet très important. Parce qu'il y a des divergences graves qui séparent certains pays qui pensent qu'il faut remettre le compteur à 0 par rapport au protocole de Kyoto et qu'il ne faut pas considérer en 2020, parce que le 2020, ce sera le point de départ d'une nouvelle évaluation ou réattribution des quotas. Certaines personnes pensent qu'à partir de 2020, il faut considérer les quotas
qu'on a engrangé pendant les mécanismes de Kyoto. Vous voyez? Or, ça pose un peu des confusions et ça fait des éléments de conflit qu'il y a entre les parties pour savoir sur quel pied on va danser par rapport à la redéfinition des quotas d'émissions. Beaucoup craignent ce qu'on appelle une double évaluation des émissions par ceux qui achètent et par ceux qui vendent, ainsi de suite. Donc, ils doivent se mettre d'accord, par exemple, pour savoir que nous voilà, par rapport à l'accord de Paris, le point de départ pour tout le monde, pays développés comme moins développés, pour recomptabiliser les quotas, ça sera 2020. Ou alors revenir en arrière. C'est toutes ces questions-là, si on arrive à se mettre d'accord, il va se dessiner quelque chose de clair qui va redonner au marché carbone l'importance qu'il avait lors de l'adoption du protocole de Kyoto, ainsi de suite, et permettre que nous puissions avancer sur des solutions qui donnent de l'espoir. Oui. Alors, chez nous, en RDC, il y a aussi, nous sommes, entre guillemets, champions de la conservation, et le président de la République a réitéré son engagement d'épargner, si on peut le dire ainsi, 17% du territoire national consacré à la conservation, et pour l'heure, on est à 14%. Est-ce que des initiatives comme ça, des actions comme ça, peuvent contribuer à ralentir un peu cet élan du réchauffement climatique, des changements climatiques? La RDC est considérée comme le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Il ne faut pas minimiser le risque qu'il y a pour le monde, pas seulement pour la RDC, que le grand bassin du Congo puisse être ravagé comme l'Amazonie l'a été. Oui. Et donc, c'est une manne que nous offrons à la planète que de vouloir conserver 17% de notre massif forestier. Mais c'est une manne qui est présentée, moi je dirais, d'une façon encore très peu avantageuse pour la RDC, parce que la question du climat est une question qui est la responsabilité de tout le monde, une responsabilité certes partagée, mais différenciée. Lorsque la RDC prend l'engagement de ne pas toucher à 17% de son massif forestier, elle met en veilleuse là un potentiel économique certain pour son pays. Vous voyez? Parce que nous sommes un pays, on aime souvent les rappeler, les experts les rappellent souvent, à très fort couvert forestier, mais c'est seulement à faible déforestation. Nous sommes un pays très peu déforesté. Donc, logiquement, même dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, nous sommes en droit de continuer à faire de l'exploitation forestière, mais responsable, pour booster notre économie. Vous voyez? Mais lorsque nous prenons l'engagement de faire de la conservation en termes de contribution, il faudrait, à mon niveau, que les experts, notamment qui accompagnent notre gouvernement, réfléchissent sur quelle manière est-ce que la RDC peut tirer un retour avantageux de cette conservation, de cette manne qui s'offre. Vous voyez, et il y a cette discussion autour des financements sur les climats, du financement de l'adaptation, qui est un point qui échoppe au niveau des négociations au niveau international entre le Nord et le Sud. Le financement de l'adaptation est un vrai problème et on ne se convient pas sur le concept et sur les termes par rapport à la première phase de ce financement-là. On avait demandé qu'on atteigne 100 milliards de dollars de déforestation. Nous sommes un pays très peu déforesté. Donc, logiquement, même dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, nous sommes en droit de continuer à faire de l'exploitation forestière, mais responsable, pour booster notre économie. Vous voyez? Mais lorsque nous prenons l'engagement de faire de la conservation en termes de contribution, il faudrait, à mon niveau, que les experts, notamment qui accompagnent notre gouvernement, réfléchissent sur quelle manière est-ce que la RDC peut tirer un retour avantageux de cette conservation, de cette manne qui s'offre. Vous voyez, et il y a cette discussion autour des financements sur les climats, du financement de l'adaptation, qui est un point qui échoppe au niveau des négociations au niveau international entre le Nord et le Sud. Le financement de l'adaptation est un vrai problème et on ne se convient pas sur le concept et sur les termes par rapport à
à la première phase de ce financement-là, on avait demandé qu'on atteigne 100 milliards de dollars d'ici 2020. Alors, certains experts occidentaux prétendent qu'ils sont sur le point d'atteindre ces 100 milliards sur la base de leurs propres méthodes de comptabilisation, qui ne sont pas des méthodes de comptabilisation communes ou convenues avec les pays du Sud. Et là, ça fait un débat qui fait qu'aujourd'hui, on risque de se faire flouer par les pays occidentaux qui sont considérés comme le plus grand pollueur, qui vont prétendre avoir déjà dépensé 100 milliards pour l'adaptation, alors que les méthodes de comptabilisation ou des calculs des allocations de ce financement-là ne sont pas basées sur des principes communs convenus avec les pays du Sud. Ça fait là des sujets qui font qu'aujourd'hui, la RDC devrait réfléchir. C'est vrai que lorsqu'on parle du climat, on parle des discussions qui sont plus ou moins multilatérales, on se convient sur des grands principes, mais il n'est pas exclu que par rapport au potentiel de la RDC, qui est un cas particulier, c'est pas pour rien qu'on nous appelle deuxième poumon mondial, nous ayons une façon intelligente de faire des propositions qui puissent être avantageuses aussi pour nous. Quelles doivent être, pour peut-être les 5 ans à venir, avec cet accord de Paris, quelles doivent être les priorités pour la RDC par exemple, mais aussi pour tous les autres pays signataires et qui ont ratifié cet accord de Paris. Demain, ça sera fait de quoi cet accord? Quelles sont les projections qu'on peut faire? Moi, je pense que les projections qu'on peut faire, c'est d'abord nous mettre d'accord sur l'adoption des textes de mise en œuvre. Il y a plusieurs institutions qui devaient être mises en place, notamment les mécanismes de plainte, les mécanismes de la transparence qui devaient suivre notamment la mise en œuvre de l'accord de Paris pour établir une certaine équité dans la définition des priorités lorsqu'on parle de la question du climat, parce qu'il n'y a pas toujours une certaine équité dans ces domaines-là. Donc je pense qu'à se mettre d'accord sur ça, il faut aussi qu'au niveau des nations, ce processus qui consiste à travailler pour le relèvement des ambitions se concrétise et qu'on puisse avoir de nouvelles ambitions qui nous rapprochent de l'ambition exprimée dans l'article 2 de l'accord de Paris. Ça, c'est une étape. Une autre étape, surtout pour ce qui concerne les pays en développement, dont la RDC, c'est de voir comment, une fois que nous avons adopté ces choses-là, comment harmoniser avec d'autres politiques au niveau interne. Parce qu'on ne peut pas avoir une ambition de réduction des émissions dans le domaine de l'énergie pendant qu'on laisse d'autres projets qui sont du même secteur évoluer en parallèle. S'il n'y a pas une cohésion, s'il n'y a pas une harmonisation des ambitions qui sont projetées vers le futur, je pense qu'on n'aura rien fait du tout. Donc, c'est vraiment un travail courageux que nos autorités, nos dirigeants se mettent ensemble pour harmoniser tout ce qu'ils font dans ce domaine-là et mettre en place des structures solides, des institutions solides avec des animateurs qui comprennent les enjeux et voir comment on peut tracter. Moi, je dis qu'on lutte contre le climat, c'est vrai, mais c'est aussi une opportunité de développement pour tout un pays. Oui. Donc, si c'est bien conçu, ça peut être une opportunité de développement pour beaucoup de Congolais. Est-ce que c'est le cas actuellement? Non. Donc, je caresse vraiment l'espoir de voir que ces choses-là peuvent évoluer dans ce sens-là. Et j'attends de voir comment vont aboutir nos discussions internes sur l'élargissement des secteurs et dans le cadre de l'amélioration de notre contribution déterminée pour la réduction des émissions au niveau interne. Alors, il faut donc harmoniser les vues, il faut harmoniser les ambitions. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de cette émission. Peut-être la dernière question. Maître Rick, vous êtes coordonnateur du Centre congolais du droit pour le développement durable. C'est tout ça qui fait la vie des gens ou des hommes sur la Terre, et nous n'avons que cette planète. Et penser aujourd'hui, mais surtout penser à demain, c'est ça le développement durable. Aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons comme problème sur le plan environnemental, mais
quelle planète allons-nous léguer à la postérité? Parce qu'en fait, comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de nos ancêtres cette planète, mais nous l'empruntons de nos enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Quelle planète léguer à la postérité? C'est vrai que les activités humaines font beaucoup de mal à la nature et il y a des conséquences néfastes sur l'environnement et sur les générations futures. Mais je pense que le plus beau cadeau que nous pouvons faire aux générations futures, c'est d'avoir l'honnêteté de reconnaître que ce problème existe. D'en parler sans tabou, de réfléchir sur des solutions à long terme. C'est vrai que lorsqu'on parle de solutions à long terme, on fait face à des égaux des différents pays, à leurs ambitions d'hégémonie économique, ainsi de suite. Mais ça vaut la peine de réfléchir dessus pour voir de quelle manière on peut poser les bases et réfléchir sur des solutions telles que l'accord de Paris. L'accord de Paris a été adopté avec des principes, les règles de mise en œuvre, le rulebook dont je parlais a été adopté. Ça a été adopté sous un autre président, sous d'autres dirigeants. Peut-être que les dirigeants qui ont concouru ou bien qui ont été présents lors de l'adoption de cet accord, ce ne sont pas ceux-là qui seront encore là demain. L'avantage, c'est que la génération à venir, la dynamique jeune, future, elle va venir, elle va appliquer. Parce que ce n'est pas toujours automatique que ceux qui adoptent les règles soient ceux qui les appliquent. Je vais prendre un exemple simple. Je m'excuse de prendre cet exemple, mais ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas un exemple partisan. Je prends un exemple de ces principes qui est consigné dans notre Constitution, qui était consigné dans notre Constitution sur la gratuité de l'enseignement. Oui. C'est depuis quand? 2006 qu'on a consigné ça. Mais il nous a fallu 14 ans ou 13 ans après pour que ces principes commencent un début d'application. Ouais. Par une personne peut-être qui pense différemment que ses prédécesseurs. Je pense que dans le même ordre d'idées, si nous nous situons dans les contextes du climat, aujourd'hui, il faut féliciter la dynamique mondiale des experts qui travaillent pour mettre à jour sur l'évolution du climat en termes de statistiques, pour travailler sur la réglementation et la formulation de principes qu'il faut adopter. Il y a un travail qu'il faut louer, le travail qui s'est fait au niveau mondial. Il faut féliciter nos négociateurs qui vont discuter parce que c'est parfois des discussions terribles où les gens ne dorment pas. Mais après, eux, ils ont fait leur part. Les dirigeants d'aujourd'hui, s'ils ne mettent pas en pratique, il faut compter sur la jeunesse. D'où ça nous mène à l'éducation environnementale qui doit être intensifiée maintenant pour que les dirigeants de demain, qui sont les jeunes d'aujourd'hui, comprennent l'urgence de mettre en œuvre. Je ne dis pas seulement ça pour la RDC, mais pour toute la planète. Oui. Vous avez vu le dynamisme que dégage cette jeune fille de la Suède, Greta Thunberg, qui a ému les gens avec sa passion jusqu'à aller gueuler pratiquement les dirigeants du monde sur leur silence face aux conséquences néfastes. C'est cette dynamique-là que nous avons besoin pour l'avenir. Et moi, je caresse l'espoir qu'un jour, des dirigeants sérieux pourront avoir le courage de mettre en application tous ces grands principes qui ont été adoptés et qui peinent à connaître un début d'application jusqu'à maintenant. Madame, Messieurs, l'accord de Paris, 5 ans après, quel bilan et quelle perspective? Vous avez suivi dans cette émission Maître Eric Kassongo, coordonnateur du Centre congolais du droit pour le développement durable, CODED, qui nous a donné en tout cas les réponses dont nous avions besoin par rapport à nos questions. C'est vrai, on ne pouvait pas aborder toutes les questions irrélatives, mais au moins nous avons essayé d'aborder les quelques questions qui ont trait à cet accord de Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain soit différent d'aujourd'hui?
par rapport à cet accord, bien sûr. Nous reviendrons peut-être dans une autre édition de cette émission RDC Environnement. Nous vous remercions, vous qui nous avez suivis et qui aimez l'environnement. Merci également à Maître Eric. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Peter Loma-Djessa, Christian Kinina, Fanfa Makitou et toute l'équipe, Guilhem Mouzembe de Gonzague. Nous vous retrouvons très prochainement pour d'autres informations, d'autres analyses des questions environnementales et du développement durable dans cette émission RDC Environnement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Mais prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.